Alors, ce soir, donc, on accueille Cédric Villani, qui est député de l'Essonne, plus exactement même de la 5e circonscription, à ne pas confondre avec d'autres circonscriptions de l'Essonne, n'est-ce pas, mon cher Francis? Je m'en voudrais. Alors, on ne le présente plus, mais on va le faire quand même. Voilà. Comme ça vous donne le temps de regarder les messages que vous n'avez pas pu regarder sur la moto pour venir. Mathématicien. C'est ça. Ça se voit dans le rapport, j'allais dire. Mais voilà, non, pas encore. Évidemment, médaille Fields, tout le monde s'en souvient, Université Pierre et Marie Curie, et après d'autres engagements de soutien, j'allais dire, à certaines élections municipales, notamment parisiennes, vous avez donc été élu député de l'Essonne lors des dernières élections législatives. Mais ce n'est évidemment pas uniquement en votre qualité de député que nous avons souhaité vous faire venir, mais parce que vous avez, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix stratégiques et technologiques, instance peu connue, mais qui est extrêmement importante dans la vie des parlementaires, n'est-ce pas, Clotilde? Vous avez commis un rapport, qui est ici d'ailleurs, que vous nous avez apporté, suite à une saisine de la commission des lois, en appui d'une de ses missions chargée d'étudier les incidences d'une évolution du mode de scrutin des députés. Il y a d'ailleurs dans la salle un certain nombre de personnes qui vous ont accompagné, aidé pour ce travail, notamment Jérôme Lang, Sylvain Bouvray, qui est ici, Sylvain Bouvray. Il y a eu aussi Bruno Cotresse qui vous a accompagné, Renaud Blanche qui vous a également accompagné. Bref, un ensemble de personnes qui vous ont aidé à rédiger ce rapport qui, je vous le dis tout de suite, se lit très aisément, même quand on n'est pas dans la partie et que les questions techniques peuvent rebuter de prime abord, mais il se lit aisément. Ce rapport, vous allez nous en dire évidemment beaucoup. Comme d'habitude ici, mais on va condenser compte tenu de l'heure, l'idée est d'abord que vous nous le présentiez, en tous les cas, ses conclusions essentielles, le pourquoi de ce rapport, quels sont les éléments que vous en ressortez principalement. Et puis ensuite, on passera directement à vos questions, qui, j'en suis certain, seront nombreuses. Et parfois, je mettrai mon petit grain de sel, comme d'habitude, histoire de vous pousser un peu dans quelques retranchements, si tant est que vous en ayez ce dont je doute. Voilà l'idée de notre réunion de ce soir. Je rappelle par ailleurs, pour terminer, que, évidemment, cette question du mode de scrutin n'est pas nouvelle, qu'elle est très ancienne, qu'elle ressurgit périodiquement dans l'histoire de nos institutions et particulièrement de la Ve République, qu'elle a ressurgi récemment suite à l'annonce du président de la République lors de son premier discours devant le Congrès en juillet 2017 de son intention de mener une réforme des institutions, et que par ailleurs, elle prend place évidemment également dans ce qui était un de ses engagements de campagne, de réduire le nombre de parlementaires de 30% et d'y instiller une dose de proportionnel. Bon. Je passe sur ces éléments puisque vous y reviendrez assurément, monsieur le directeur général. Faut toujours saluer le directeur général. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que prend place en quelque sorte le rapport que vous avez commis et dont nous allons parler ce soir. Voilà, j'arrête là. Je vous passe directement la parole pour un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Après, je vous coupe d'une manière totalement présidentielle, à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez l'habitude, moi pas trop. Et ensuite, c'est à vous. On prendra des questions, évidemment, de part et d'autre. Donc, dès que vous avez des questions, vous levez la main. Comme ça, je vous note. Et ensuite, on passera aux questions. Très bien. Monsieur le député. Merci beaucoup, chers amis. C'est un grand plaisir de se retrouver pour parler d'un sujet qui parle de politique, qui parle des institutions et qui parle aussi, quelque part, de mathématiques. Tout ce qu'on aime. C'est un sujet sur lequel, souvent, on voit des positions qui sont tenues, parfois mordicus,
sans que ça s'appuie sur des évidences ou sans que ça s'appuie sur des faits, mais c'est bien sûr un sujet dans lequel il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, y compris des paramètres culturels, des paramètres d'habitude politique, des paramètres qui relèvent du symbole. Et ça a été extrêmement intéressant de se saisir de ce sujet au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, OPEXT. Vous soulignez à juste titre qu'il est trop peu connu, mais j'espère bien que nous allons changer cela. Ça fait partie des travaux en cours dans mon mandat. Je salue par la même occasion la présence de Philippe Dautry, ici même, le chef de l'administration de l'OPEXT, qui m'a accompagné depuis le début de mon mandat. On est arrivés à peu près en même temps ensemble, lui du côté de l'administration et moi du côté politique. Et c'est le genre de tandem qui est majeur pour bien mettre en place les évolutions des institutions. Il s'agissait de venir en aide à la commission des lois sur ce sujet et en particulier d'appuyer une mission flash coordonnée par mes collègues Christophe Euzet et Olivier Marleix. Christophe Euzet dans la majorité, Olivier Marleix dans l'opposition. Et mon expertise avait lieu à être une expertise aussi technique que possible, des passionnés. Et là où nous avons vu effectivement les collègues de la majorité et de l'opposition incapables de s'entendre sur une position commune, comme on pouvait s'y attendre, me direz-vous. En revanche, le travail technique, scientifique qui était fait en soutien par l'OPEXT tentait de prendre en compte tous les effets de façon objective, sans oublier qu'il y a une dose, bien sûr, de politique et de choix là-dedans. La question de l'impact des modalités de scrutin, bien sûr, fait intervenir une combinaison de sciences politiques et de sciences statistiques. Il y avait aussi dans notre étude des simulations numériques fort délicates. Nous n'avions pas le temps et pas la compétence pour les mener en interne, du vrai travail d'experts, et c'est pourquoi il a fallu solliciter des experts extérieurs. Vous avez évoqué Renaud Blanche, Sylvain Bouvray, Jérôme Lang, Bruno Cotresse, qui ont travaillé abondamment et bénévolement et dans l'urgence pour répondre à la commande du politique, universitaires et chercheurs CNRS spécialisés en modélisation informatique, sociologie, sciences politiques. C'est le bon mélange de disciplines et de sciences qui, j'espère, pourra être au service d'un Parlement moderne avec des relais experts beaucoup mieux organisés qu'actuellement. Je veux dire institutionnels. On parle souvent d'agences d'évaluation et d'analyse. C'était un des chevaux de bataille du président de Rugy et j'espère que ça va être repris par l'actuel président Ferrand. Et ce besoin d'expertise, on le ressent de façon cruelle quand arrive la question et qu'on découvre que si on ne se lance pas dans certains calculs complexes, on ne peut pas répondre à la fin à la question. Au moment où on a été saisi du problème, au moment où j'ai été saisi du problème, ce n'était pas possible, sans faire ces calculs, de se faire une idée sur la pertinence et les conséquences de telle ou telle modification de scrutin. Les simulations sont venues éclairer tout cela. L'un de ces experts était déjà impliqué dans un rapport publié par le laboratoire d'idées Terra Nova, intitulé « Une dose proportionnelle, pourquoi, comment, laquelle ?» Et je salue le fait que Terra Nova soit emparé de ce sujet en cherchant à poser la question avec une analyse précise et pas seulement basée sur des considérations générales. La note de synthèse que j'ai présentée à la commission des lois, c'était en juin dernier, mais déjà, s'appuyait sur le très conséquent rapport des experts. Et quand vous regardez la note, je vous remercie d'insister sur sa lisibilité, c'est une quinzaine de pages de synthèse, mais elle est suivie après des denses annexes correspondant au rapport des experts, dont je salue encore une fois l'implication. Et puis, évidemment aussi, s'appuie sur un certain nombre de traités, d'études en sciences des scrutins, certaines basées sur des comparaisons internationales, certaines faisant l'objet de recherches très récentes. C'est un sujet universitaire comme un autre. On va insister aussi, pour dissiper l'ambiguïté, qu'en politique, ce n'est jamais l'expert qui dicte
la voie à suivre, c'est toujours une combinaison du rôle des experts, des politiques avec des idéologies dans le bon sens du terme, et aussi des citoyens, bien sûr. Et puis, on va aussi ajouter qu'il faut beaucoup de prudence dans l'analyse des résultats de simulation de scrutin. On le voit que c'est très sensible à certains paramètres, et parmi les plus importants, il y a les paramètres culturels qui se modélisent avec la plus grande difficulté. Les modalités d'une élection parlementaire sont extrêmement variées. Vous pouvez avoir des votes individuels ou par liste. Les listes peuvent être des listes bloquées, des listes avec possibilité d'addition, de remplacement. Vous pouvez avoir des votes par notes dans lesquels on ne vote pas tel ou tel, mais on attribue des notes aux uns et aux autres. On peut avoir vote à un tour ou à 2 tours. On peut avoir un vote à l'échelle d'une circonscription électorale qui est plus ou moins petite. Et toutes les combinaisons, ou presque, que vous pouvez imaginer, ont été testées à un endroit du monde à une époque donnée. De sorte que ce n'est pas un choix entre une ou 2 options. En vrai, c'est un choix dans une palette considérable de votes. L'impact d'un... On va présenter le débat tout de suite en parlant de la question majoritaire ou proportionnelle ou combinaison des deux. Majoritaire, comme on sait, c'est quand on dit, voilà, à l'échelle donnée, quand il y a le vote, c'est celui qui a le plus de voix qui passe. Et puis proportionnel, c'est, il y a des listes par exemple, et puis on fait le compte des voix, et on attribue un nombre de sièges qui dépend du pourcentage de voix obtenues par telle ou telle configuration, avec des subtilités pour les arrondis, pour les primes éventuellement, et des choses comme ça. Et puis, souvent, il peut y avoir une combinaison des deux, on appellera ça scrutin mixte, quand c'est du majoritaire et du proportionnel. Quand on pense choix du scrutin, on pense tout de suite en particulier à la part de proportionnel, et ça a fait en France l'objet de vifs débats à travers les siècles, comportant souvent une bonne dose de mauvaise foi, comme le souligne à juste titre l'étude de Terra Nova. L'impact d'un scrutin mixte va dépendre de beaucoup de paramètres. La dose dont je vous parlais de proportionnel, bien sûr, est importante, mais on ne peut pas la séparer de l'effectif total. 15% de proportionnel avec 100 députés, ce n'est pas le même effet que 15% de proportionnel avec 500 députés. On y reviendra. Le nombre de tours joue aussi. L'existence ou pas d'un seuil de prise en compte de proportionnel joue de façon importante. Si on dit par exemple, on ne compte pas les listes qui ont obtenu moins de 5% ou 10%, ce n'est pas la même chose que si vous prenez en compte tous les votes. Quand on dit mode de scrutin mixte, mettons pour simplifier, vous avez du majoritaire, du proportionnel. Alors il y a le débat sur quelles sont les circonscriptions, aussi bien pour le majoritaire que pour le proportionnel. Je vous rappelle qu'il y a eu une époque en France où on a fait de la proportionnelle à l'échelle du département. On aurait pu imaginer qu'il y a des proportionnels à l'échelle des régions. On peut imaginer des listes comme ceci ou comme cela. Tout est possible. Même une fois que vous avez fait ces choix, la façon dont vous combinez les deux, le majoritaire et le proportionnel, fait l'objet de débats et de choix. Vous avez 3 familles ou 3 modes principaux. Le mode de scrutin additif. Vous prenez en compte séparément le résultat du scrutin majoritaire et du scrutin par liste. Par exemple, il y a tant de sièges attribués pour le majoritaire et tant de sièges qui sont attribués pour ceux qui ont été élus sur liste, à la proportionnelle. C'est le plus simple. Vous avez un mode qu'on appelle compensatoire. Vous commencez par regarder, vous avez ceux qui sont élus au suffrage majoritaire, et puis vous regardez sur l'ensemble, si on avait fait un vote au scrutin proportionnel, quels seraient les résultats? Vous faites la différence en termes de nombre de sièges. À tel parti, il a eu 10 députés élus au majoritaire. Il aurait dû en avoir 20 si ça avait été entièrement proportionnel. Donc il a un déficit en sièges qui est de 10. Tel autre parti a un déficit en sièges de 15. Tel autre parti a un déficit en sièges de 0, parce qu'il a, par exemple, typiquement le parti majoritaire, il a fait autant ou davantage que le nombre de voix qui a été obtenu. Vous faites le compte de ce que les différents partis ont donc en déficit de sièges du fait de la méthode, et vous répartissez les sièges qui vous restent à répartir de façon proportionnelle à ces déficits. Donc si un parti a eu un déficit de 10,
et un autre en a eu un déficit de 20, vous allez attribuer 2 fois plus de sièges à ce deuxième parti qu'au premier. Il y a des variantes. Vous pouvez aussi, au lieu de faire juste une proportionnalité, faire des péréquations. Une variante importante qui est pratiquée par nos voisins allemands. On commence par attribuer des sièges au scrutin majoritaire dans les circonscriptions au sein des Länder. Puis on regarde le déficit et on compense, mais cette fois on compense sans que le nombre de sièges soit fixé au départ. On compense jusqu'à ce que la somme des députés corresponde exactement à ce qui était prévu, ce qui aurait été obtenu dans une élection au suffrage proportionnel intégral. Vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas directement du proportionnel ? La raison, c'est que c'est pas juste une façon de désigner. C'est pas la même implication, pas les mêmes campagnes, peut-être pas les mêmes profils. Un député élu au majoritaire et un député de liste. Un profil plus original sera peut-être pas adapté à être un homme ou une femme d'appareil qui glissera son nom plus facilement en haut d'une liste. Peut-être qu'il parle plus aux électeurs et moins aux responsables de partis politiques. Un responsable qui est élu au majoritaire, c'est quelqu'un qui fait campagne dans sa circonscription, avec des enjeux locaux. Un responsable qui est élu au suffrage de liste, à l'échelle de tout le land, il va faire campagne à l'échelle du land, peut-être. C'est différent. Et donc il y a des avantages aussi qu'on voit au niveau de la campagne ou même de la symbolique. Et nos voisins allemands se débrouillent bien avec l'idée qu'il y a 2 catégories de députés, des députés de circonscription et des députés de liste. Et que, après tout, ça participe à la diversité des points de vue. Ça fait partie aussi du débat. Parmi les complications que ça engendre, c'est le fait qu'au moment où les élections commencent, on ne sait jamais combien il y aura de députés au Bundestag. Et ça nous rappelle qu'il y a plein de possibilités. Continuons avec le troisième mode, le mode correctif, qui fait de même que le déficit, mais qui, lui, tient compte, parti par parti, du nombre de voix qui se sont portées sur des candidats non élus. Mettons, vous avez voté pour tel candidat, de tel parti, il n'est pas arrivé en tête au majoritaire, il a perdu l'élection, peut-être. Et puis vous faites la somme comme ça de toutes les frustrations, toutes les voix qui se sont portées sur des candidats non élus, parti par parti. Peut-être que pour tel parti, ça correspondra à un nombre de voix qui sera 200 000. Et pour tel autre, 300 000. Eh bien, dans ce mode correctif, vous allez corriger en attribuant 3 fois plus de sièges, enfin 3,5 fois plus de sièges au deuxième parti qu'au premier. Chacune de ces façons de faire a sa légitimité. Dans le premier cas, on se dit c'est 2 fonctions différentes et on va faire 2 élections séparées. Dans le deuxième cas, on se dit on a envie de compenser pour des partis qui seraient très populaires mais qui n'arrivent pas à arriver en tête. Et donc on compense une forme d'injustice envers les partis. Dans le troisième cas, c'est comme une forme d'injustice envers les électeurs. Il y a plein d'électeurs qui ont voté pour tel parti, ils sont tant à être frustrés, on va compenser en attribuant. Sur ces 3 modes, additif, compensatoire et correctif, l'additif est celui qui fait la plus petite part à la proportionnelle. En particulier parce que le parti majoritaire est déjà majoritaire à la majorité, dans l'élection majoritaire, par définition, mais en plus, il va recevoir des sièges en plus dans la partie proportionnelle, parce qu'il y a plein de voix qui se sont portées sur lui. Alors que dans le compensatoire, on accorde la priorité aux autres partis. Donc le mode compensatoire, à contrario, c'est celui qui donne le plus de place à la proportionnelle, le plus d'importance. Et en pratique, entre les deux, vous avez le mode correctif, qui accorde aussi de l'importance aux candidats du parti majoritaire qui ne se sont pas retrouvés élus dans telle ou telle circonscription où ils ont été mis en minorité, mais qui quand même vont avoir quelque chose qui sera pas mal. Donc on a ces éventails, additifs, correctifs, majoritaires. Pour l'histoire, la première fois que j'ai commencé à parler de ces conclusions-là auprès de mes collègues parlementaires, même pas en commission, mais dans un groupe de travail qui était consacré spécifiquement à préparer les réformes constitutionnelles, une de mes collègues qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, Cédric, il n'y a aucune chance qu'on comprenne, mais on va quand même continuer. » Alors, si certains d'entre vous, déjà, se disent « Tout est perdu », vous inquiétez pas, il y a plein d'autres choses qui vont arriver en considération. Certes, c'est encore là seulement une simplification de la vraie histoire,
Mais le point le plus important sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que quand on dit débat, c'est combien de proportionnel, on loupe le fait qu'il y a tout un grand débat après le débat ou avant de beaucoup d'autres choses. Quelle modalité, quel nombre, quelle place on veut faire à cette proportionnelle, et même, comme on dira aussi, le sens d'une élection. C'est quoi une élection où on élit ses représentants? La France, c'est un scrutin uninominal majoritaire. C'est tout simple. C'est une exception. Il n'y a que 2 démocraties en Europe qui utilisent un scrutin uninominal majoritaire. C'est la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est encore plus dure que nous parce que c'est un seul tour. C'est un peu encore plus majoritaire si on veut. C'est Jean-Marcel, il a dit un espion. Mais j'ai entendu que ça parlait de référendum. C'est pas un match de foot. C'est l'intelligence artificielle. Ça se manifeste. On le maîtrise plus. Voilà. Aidez-le, la solidarité, fraternité. Non, il ne faut pas l'écraser. Et l'homme domine la machine. C'est bien. Alors. Grande-Bretagne est encore plus majoritaire en un sens que nous. Et puis, dans toutes les autres démocraties, la règle habituelle, c'est une bonne dose, une forte dose de proportionnel selon plein de modalités variées. Le correctif et le compensatoire sont effectivement utilisés. Parmi les pays qui se posent des questions, le Canada, par exemple, s'est posé la question de savoir s'ils allaient introduire du proportionnel dans un scrutin qui, pour l'instant, est majoritaire. L'Australie est passée du majoritaire au proportionnel, avec aussi un changement dans la gouvernance. Et ça fait partie des débats qui agitent les politiques et les scientifiques là-dessus. Les avantages et inconvénients de ces systèmes ont été largement discutés en sciences politiques et continuent à faire l'objet de débats. Oui, globalement et avec quelques réserves sur d'autres effets du mode de scrutin, des réserves qui peuvent être liées à la culture et à l'histoire. Scrutin à un tour ou à 2 tours, ça change en particulier en ce qu'un scrutin à 2 tours pénalise les partis qui ne peuvent s'allier entre les 2 tours. Scrutin majoritaire ou proportionnel, scrutin majoritaire favorise l'émergence de majorités nettes, je dis bien favorise et pas implique. Scrutin proportionnel favorise les coalitions. Et ce n'est pas l'Australie, je l'ai dit, si vous dites l'Australie, c'est une bêtise, c'est la Nouvelle-Zélande qui a fait cette transition. Scrutin majoritaire, on peut argumenter, renforce la légitimité personnelle des élus. C'est un vote qui se porte sur l'individu en personne, pas dans le cadre d'un programme de parti. Il y a une question de symbole, il y a peut-être aussi une question d'implication. Le scrutin majoritaire pénalise les partis régionalistes ou ceux dont le vote est concentré géographiquement. C'est une discussion que vous trouvez dans le classique de Carcassonne, et ça se comprend. Si vous avez un parti qui est très populaire à certains endroits, de sorte que globalement sur la moyenne nationale, il fait un bon score, mais que les régions sont concentrées, à la fin, il aura peu de députés, parce que ça correspondra à beaucoup de voix réparties sur peu de circonscriptions. Le scrutin majoritaire tente à favoriser les oppositions binaires, avec des passages brusques de l'un à l'autre parti. Aux États-Unis, on est sur du bon, vrai scrutin majoritaire, et c'est du démocrate versus républicain. En Grande-Bretagne, c'est les Tories contre les travaillistes, et ainsi de suite. Et en France, pendant longtemps, ça a été alternance droite-gauche, avec le plus grand mal à d'autres partis d'émerger. Scrutin proportionnel d'expérience, je dis bien d'expérience et à travers le monde, parce qu'il y a eu plein de débats là-dessus, il est plus stable et il permet aussi des évolutions plus rapides. Et on le comprend. Un petit parti qui commence dans un proportionnel pourra avoir quelques députés dès le début, commencer à avoir possibilité de faire carrière, grandir et ainsi de suite. Dans un scrutin majoritaire, vous pouvez très bien ne pas émerger du tout pendant longtemps. C'est plus un système qui donc est plus figé, globalement, le système majoritaire.
Il y a eu des grands débats au moment où la vogue des scrutins proportionnels est arrivée, et certaines des craintes qui ont été exprimées par les théoriciens. Et parfois, ça a été confirmé par l'expérience, parfois pas. Par exemple, une des craintes, c'était que dans des pays où il y a des distinctions ethniques ou linguistiques qui sont claires, est-ce que ça arriverait le proportionnel, à provoquer la formation des clans et d'un vote ethnique qui viendrait ici comme un enjeu politique majeur et qui planerait comme une menace. En pratique, c'est le contraire qui s'est produit. Une étude montrait que, globalement, les phénomènes de vote ethnique étaient plus costauds dans le cadre d'un vote majoritaire que dans le cas de vote proportionnel. Sans doute parce que le vote ethnique arrive à en être une sorte de bascule qui peut faire la différence entre un camp et l'autre, sans pour autant qu'une formation propre arrive à émerger dans le cadre de vote majoritaire. Pour un système mixte, la quantité de proportionnel influe sur la représentativité, bien sûr. Plus vous avez de proportionnel, plus le vote des électeurs est pris en compte par rapport à leurs préférences. Il y a un autre facteur qui joue un rôle majeur, c'est le nombre de représentants. Plus ce nombre est élevé, plus le système est représentatif. C'est facile de comprendre cet effet. Imaginez un système avec beaucoup de circonscriptions et vous passez à un autre système avec d'un coup beaucoup moins de circonscriptions. Par exemple, vous avez 4 circonscriptions que vous fusionnez. Mettons que dans les 4 circonscriptions, il y ait 3 députés de la majorité et 1 de l'opposition. Et ça fait un 75%, 20% à l'échelle de ce territoire. Une fois que vous avez fait la fusion, c'est la majorité seule qui sera représentée. Vous allez vous retrouver à l'échelle de ce territoire à du 100%, 0%. Donc le nombre influe sur la représentativité. On peut aussi voir ce débat en parlant de fluctuation. Quand vous avez quelque chose de dominant qui s'exprime à travers une communauté, un pays ou quelque chose comme ça, la moyenne, c'est peut-être ce qui est le plus probable, ou peu s'en faut, mais vous avez d'autant plus de possibilités de fluctuation, de dévier de cette moyenne, que vous avez de situations variées, donc d'élections. Donc le nombre ne peut pas être séparé de la proportionnelle. Et si vous vous demandez combien c'est représentatif, le 30%, il ne sera pas le même impact selon que vous avez plus ou moins de députés. Et pour caricaturer, moins vous avez de députés, plus le système est en un sens élitiste et favorise le parti majoritaire. Plus vous avez de députés, plus ça favorise une représentation des tendances variées et ainsi de suite. Les 2 facteurs, dose de proportionnelle et réduction du nombre de représentants, jouent en sens opposé. En ce sens où, plus vous mettez de proportionnel, plus ça augmente la représentativité, plus vous réduisez les effectifs, plus ça diminue la représentativité. A contrario, moins vous avez de députés, plus vous augmentez le fait majoritaire, qui est l'idée selon laquelle le parti majoritaire va être d'autant plus dominant, va pouvoir gouverner d'autant plus facilement, et ainsi de suite. On peut quantifier ces effets avec des indicateurs simples. Et c'était les experts que je citais tout à l'heure ont fait ce travail très bien avec des indicateurs éclairants qui ne reflètent pas la complexité de toutes les situations. Pour bien voir les choses, il faudrait aussi raisonner parti par parti en fonction du vote et ainsi de suite. Mais c'est bien d'avoir quand même des indicateurs simples qui permettent de se donner une idée. Pour avoir une idée de l'impact, on peut regarder les principes, on peut aussi faire des simulations, utiliser les données réelles et rejouer le match. On tient compte des votes qui ont été exprimés réellement et on compare. Si on avait utilisé la proportionnelle, quelle aurait été la composition de l'Assemblée ? Il y a une difficulté très importante quand on fait ça à 2 tours, c'est qu'il faut deviner quels auraient été les jeux d'alliance, les reports des voix, et donc il y a des simulations à faire par rapport à ça. Très délicat aussi, c'est de prévoir comment est la réduction du nombre de circonscriptions. Et les experts ont fait des simulations avec 2 modélisations différentes des reports de vote, 3 modélisations différentes pour le redécoupage des circonscriptions, en traitant l'hypothèse avec seuil et sans seuil, 1 tour ou 2 tours, différentes hypothèses proportionnelles, et ont pu montrer comme ça que dans cette palette d'exemples et de modélisation,
même en se concentrant sur les options qui avaient été affichées par le gouvernement, 15% de proportionnel sur liste nationale et 30% de réduction d'effectifs, on arrivait à des résultats qui pouvaient être variés. Les détails du projet de loi n'étaient pas encore connus au moment de l'étude, certains détails fins. Tout ça a été remis en cause de toute façon par l'interruption des travaux de l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, à l'été dernier sur la question de la réforme constitutionnelle, alors qu'on avait effectivement un débat qui commençait de façon très vive. Une conclusion très résumée, caricaturale, mais qui venait des études, c'est qu'en gros, si vous considérez un scrutin à 2 tours, réduction de 30%, dose de 15%, méthode additive, alors la représentativité, avec les méthodes de simulation qui semblent les plus fiables, reste sensiblement la même que pour le scrutin actuel. Autrement dit, si le but est d'augmenter la représentativité, c'est loupé. À moins que, alors on peut rester avec les 15%, 30% et augmenter la représentativité si on va sur des méthodes comme le compensatoire ou le correctif qui donnent plus de place que le scrutin additif. J'ai entendu une fois la garde des Sceaux, je n'ai jamais vérifié auprès de l'intéressé, mais la garde des Sceaux disait, citait le président Hollande en disant en gros, d'accord pour imposer une dose proportionnelle à la condition de diminuer les effectifs. Possible que c'est le raisonnement qui est prévalu dans la question des 15%, 30%. L'idée étant, on veut rajouter de la proportionnelle pour faire de la représentativité, mais on ne veut pas se couper du fait majoritaire et donc on diminue les effectifs. C'est plutôt le raisonnement opposé qu'il faut tenir maintenant, dans un contexte où la réduction des 30% a été annoncée et très bien acceptée par la population, que le débat soit bien instruit ou pas, et, disons, s'inscrirait dans un débat d'exemplarité où chaque institution fait des efforts dans ces temps difficiles, les 15% apparaissent maintenant, à contrario, comme le minimum à rajouter pour ne pas perdre en représentativité si on diminue les effectifs de l'Assemblée. Pour une même dose de 15% de proportionnel, les simulations faites en rejoignant le match obtiennent pour le groupe majoritaire, en fonction des modalités du seuil et du mode de découpage, de 183 à 250 députés sur 400 pour le parti majoritaire. 183 à 250, c'est un écart tel qu'on voit bien combien ces modalités sont importantes. Bien sûr, enfin... À chaque fois en prenant moins 30% et 15%. Absolument. C'est pour bien que vous compreniez que si on prend l'additive, compensatoire ou correctif, qui sont les 3 modalités, on a quand même une marge énorme. Donc c'est pas tout de dire il faut 15% de proportionnel, il faut savoir ce que l'on met dedans. Et aussi selon que c'est un tour ou 2 tours, selon qu'il y a un seuil ou pas, voilà. Donc il faut rentrer dans la technique, quoi. C'est pas juste des paroles. Enfin, il faut bien rappeler, tout système de scrutin s'inscrit dans une histoire, une culture et un climat politique. Et puis on peut dire aussi, peut-être qu'un mode de scrutin est opportun dans l'absolu, mais que ce n'est pas le moment de changer. C'était la position, par exemple, du côté les Républicains. Cornu-Gentil, qui était le député qui avait travaillé ces sujets-là, il disait, peut-être, il y a quelques années, l'introduction de la proportionnelle, c'était une bonne chose, mais maintenant, dans un contexte où il y a tellement de problèmes avec les extrêmes, où on voit ce qui arrive en Italie, ce qui arrive en Allemagne, on peut se dire qu'on est dans une phase où la démocratie est malade, et qu'avant de changer les modes de scrutin, il faut commencer par la rétablir. C'est une position, et ça fait partie du débat, certainement. Et puis, bien sûr, les choses dépendent énormément du climat. La seule fois dans la Ve République où il y a eu des élections législatives à la proportionnelle, c'était en 86. C'était proportionnel à l'échelle du département. Mais en tout cas, ça s'est traduit par une majorité très nette. Ce qui montre bien que majoritaire ou proportionnelle, bien sûr, ça joue, mais le climat aussi joue énormément. Et puis enfin, je terminerai en insistant sur le fait qu'on est sur une décision politique à la fin.
ce que disent les simulations, ce que dit la technique est important, mais aussi le symbole compte, les promesses qui ont été faites ou pas comptent, la façon de parler des choses compte. Tout système de scrutin a ses complications et peu de monde, en fait, à travers le globe, certainement, connaissent précisément les détails d'élection de ces représentants. Pour autant, il ne faut pas se focaliser sur la simplicité, il faut réfléchir à ce qu'on veut y mettre. Dernière remarque, le suffrage universel, historiquement, c'est bien expliqué dans le classique de Bernard Manin sur la démocratie représentative, a été instauré plus pour faire participer les citoyens que pour sélectionner des gens. Le vrai système démocratique, c'est le système de tirage au sort, dans lequel chacun a sa chance, indépendamment de s'il a les moyens ou l'éloquence pour mener une campagne, et ainsi de suite. Et si on a abandonné cette idée, c'était pour des questions de taille, d'organisation, et l'idée que chacun devait pouvoir prendre part à la vie publique, par manifestation de contrat social. Dans le système où on est actuellement, avec des taux de participation aux élections législatives en France qui sont très bas, pas seulement historiquement par rapport à notre histoire, mais aussi par rapport aux comparaisons internationales, on est très clairement sur un symptôme de démocratie malade. Et la réparer est un enjeu majeur. Si dans la réforme, quelle qu'elle soit, on arrive à sensibiliser les citoyens à l'importance du vote, au rôle des représentants, à ce qu'on attend d'eux en termes d'information, en termes d'incarnation, en termes de représentativité, on aura là fait un pas majeur, indépendamment de savoir si ce qui se dégage à la fin, c'est un système politique qui favorisera davantage le parti majoritaire ou davantage les coalitions, et ainsi de suite. Je vous remercie. Bien, maintenant l'intérêt, c'est feu sur le quartier général. Donc je vous laisse porter le feu. Allez, on va commencer, chose n'est pas habituelle chez moi, mais par ma droite, donc au premier rang, et derrière ensuite. On fait des questions. La représentativité va de 1 député pour 75 000 habitants à 1 pour 250 000 habitants. Alors, quelle est Aujourd'hui ? Actuellement, oui. Non. Vous avez un député. Non. Le Conseil constitutionnel est très attentif à la question du redécoupage. Et c'est en moyenne, je parle sous contrôle, mais c'est 120 000, avec plus souvent... Un député pour la Lozère, c'est 75 000 habitants. Non. Il y a une circonscription en Isère et 3 en Corse. Non. Il y a des écarts de 20% par rapport à une moyenne. Et le Conseil constitutionnel, dans tous ses considérants, est extrêmement attentif à cette question. Ce qui, d'ailleurs, pose un certain nombre de problèmes dans l'hypothèse d'un redécoupage des circonscriptions. Si on passait de 577 à 404 députés, dont 15% de proportionnel, ce qui ferait 344 députés à peu près, élus au suffrage majoritaire. Et donc là, évidemment que la taille des circonscriptions, en termes de nombre d'habitants, va évidemment augmenter. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est plus 20, moins 20% par rapport à la moyenne de l'ensemble des circonscriptions. Donc du départ par département. D'accord ? Donc c'est ça la règle du Conseil constitutionnel. Par département, bien sûr. Par département, mais il y a une moyenne nationale aussi. Vas-y. Effectivement, Lozère et Creuse sont ceux qui sont déjà, avec déjà... Oui, là, vous citiez tout à l'heure la démocratie malade en France, au niveau du taux d'abstention. Quid de la grande démocratie américaine en comparaison ? Alors, on en prend 3-4. J'avais vu une autre, à droite. Et puis ensuite, on va passer de ce côté-ci. Allez-y, monsieur. Oui, pourriez-vous nous résumer un peu les réflexions qui portent sur la représentativité, entre guillemets, de chacun des députés, c'est-à-dire ceux qui sont élus
au suffrage avec une circonscription, et ceux qui sont, entre parenthèses, hors sol. Donc ça, on voit fleurir un certain nombre de textes là-dessus, mais il serait intéressant que vous les résumassiez. Ok. Moi. Alors, allez-y, et ensuite on passe du côté gauche. Ok. Alors, ma question n'est pas tout à fait en termes de nombre, mais en termes de... J'ai bien écouté ce que tu as dit, mais en termes de... Qu'est-ce que c'est qu'un député et qu'est-ce que c'est qu'un scrutin? Voilà. Parce que d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut qu'un élu de la, entre guillemets, nation soit. Est-ce que c'est un bout de scrutin, un bout de territoire ou pas? C'est quand même une vraie question à laquelle il faut se poser. Et du coup, ça rebondit, à mon sens, sur le mode de scrutin. Je lisais ce matin à propos d'un futur éventuel référendum ou préférendum. Tout le monde connaît ces systèmes d'élection qui pourraient changer, peut-être pas, je ne sais pas moi, je ne suis pas technicien, peut-être pas, mais qui pourraient changer les choses. Donc des modes de scrutin pourraient être différents. On est tous d'accord, et là, ce que tu nous as dit sur les 3 trucs, c'était vachement intelligent, et trop peu de gens le savent, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors, là, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça que je veux dire. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, ma question sera, et je ferme. Qu'est-ce que tu veux? Je ferme. Non, pas qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'on veut que soit un député et comment, en conséquence, doit-il être élu? Autrement dit, pour ne rien vous cacher, je me suis toujours fâché avec mon vieux copain Rocard sur la question de la proportionnelle et de la territoriale. Je n'ai pas été d'accord avec cette démission. On passe à côté gauche. On en prend encore une ou deux, et puis on reviendra, vous inquiétez pas. Ne paniquez. Il y a un monsieur d'abord là qui avait levé la main, un des premiers là. Là, la pavelle là. Le monsieur avec les lunettes, là, le pull bleu. Et on va passer au fond, après, monsieur avec la barbe. Non, c'est dans l'ordre de ceux que j'ai vu lever la main, et je reviendrai après. Allez-y, monsieur. Merci pour votre intervention. Vous avez bien montré la complexité du mode de scrutin et aussi du nombre de députés qui jouent. Alors, sur la réduction du nombre de députés, moi, j'ai regardé, est-ce qu'on a trop de députés par rapport aux grands pays voisins? En France, on a 116 000 habitants par député. En Allemagne, 117 000. C'est le même. Au Royaume-Uni, 101 000. En Italie, 96 000. Donc je ne pense pas qu'on a trop de députés. S'il faut réduire le nombre de députés à 400, avec 340 par circonscription, il va y avoir quand même des problèmes. Parce que s'il faut un député minimum par département, on va avoir des écarts assez considérables. Ensuite, vous avez bien montré les avantages et inconvénients des 2 modes de scrutin. L'avantage du majoritaire à 2 tours, comme en France, c'est qu'on dégage facilement une majorité, mais souvent avec un socle électoral relativement faible. En particulier, un vote qu'on pourrait appeler d'adhésion, assez faible. Et vu que les problèmes sont complexes, ce n'est pas facile à les résoudre. Avec la proportionnelle, on a pratiquement forcément maintenant des coalitions avec plusieurs partis. Il faut 3 ou 4 mois au minimum pour faire un gouvernement. Mais des coalitions, vu la complexité, ça a quand même quelques avantages. Je prends l'exemple de l'Allemagne, l'accueil d'immigrants. Si Mme Merkel, ce gouvernement, peut accueillir 1 million de migrants, c'est que son socle électoral, la coalition SPD-CDU, c'était 60% des voix. Et avec les Verts, 70%. Et 99% des maires étaient SPD-CDU. Donc quand on a un socle électoral important, c'est vraiment important. Et dans ces pays ouverts à la proportionnelle, moi j'ai regardé en Allemagne, en Autriche, en Suède, on a un taux de participation de l'ordre de 75% minimum. Donc ça présente actuellement, je pense, quelques avantages. Et
pour éviter des changements de majorité. On peut prendre l'exemple allemand où il y a un verrou. C'est si une coalition est renversée, il faut que l'autre coalition soit prête à gouverner. Merci. Alors, on va s'arrêter là, et puis on reviendra après, hein, pour que Cédric puisse répondre. Je rappelle juste 2-3 éléments. Quand on fait des comparaisons internationales, je veux dire, faut quand même bien avoir en tête que l'équivalent pour nous de l'élection politique, on peut le regretter ou pas, c'est l'élection présidentielle. Et donc, je veux dire, le choix politique de ligne politique qui en Allemagne se fait au moment de l'élection parlementaire, en France se fait au moment de l'élection présidentielle. On le regrette pas, ça c'est autre chose. Mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, je constate que quand on reprend l'ensemble des élections parlementaires où il y a eu un enjeu pour changer de politique à l'époque du septennat et du quinquennat, malgré tout, le taux de participation d'ailleurs était à chaque fois de 10 points plus faible à l'élection parlementaire en France qu'il ne l'était au moment de l'élection présidentielle. Donc il y a quand même un truc. Ce qui, d'ailleurs, moi, mais ce n'était pas l'objet du rapport, mais un des éléments où je me suis dit, il manque quelque chose peut-être dans le rapport, c'est à quel moment on fait l'élection législative. Parce que ce n'est pas la même chose que de le faire, comme aujourd'hui, on a été quelques-uns ici à être candidats à des élections législatives. Honnêtement, après une élection présidentielle, la campagne législative, j'en ai connu des plus ardues. Hein, si votre camp a gagné, généralement, vous avez une bonne chance de passer. Ça te rappelle quelque chose. Si votre camp a perdu, si vous êtes dans une circonscription un peu limite, vous savez que vous portez haut les couleurs de votre parti, c'est très bien, mais que vous avez quand même peu de chances de gagner. Ce qui, d'ailleurs, m'amène à modérer ton propos sur le scrutin majoritaire, où il y aurait un lien extrêmement fort entre le député et, en tant que personne, et l'électeur. Honnêtement, on est élu, avec tout le respect que j'ai pour tous les collègues, les ex-collègues de la REM aujourd'hui, ceux du Parti Socialiste d'avant, ceux de LR auparavant, on est quand même élu d'abord parce qu'on a une étiquette. Bon, et pas parce qu'on s'appelle Tartampion ou Tartampionne. Bon, donc ça, il faut quand même avoir ça, je le dis benoîtement, mais avec un peu de vigueur, mais il faut quand même avoir ça en tête. C'est le premier élément. Et donc, la question du calendrier. À quel moment vote-t-on ? Est-ce qu'on continue à voter 6 ou 7 semaines, 5 ou 6 semaines après l'élection présidentielle ? Donc là, il y a le fait présidentiel qui s'impose, renforcé par le fait majoritaire à 2 tours. Ou est-ce qu'on décide de voter en même temps que l'élection présidentielle ? Ou là, et au moment du premier tour, c'est-à-dire que là, on prend peut-être plus en compte la diversité du rapport de force telle qu'elle existe au premier tour d'une élection présidentielle. Donc là, on rentre un peu dans la technique. Donc je rajoute une question à toutes les questions avant d'en donner d'autres. Voilà. Super. Alors, premier, bien sûr, et effectivement, le Conseil constitutionnel est sensible à ces questions de représentativité. Les citoyens, si les citoyens sont égaux, ils ont le droit à avoir autant de représentants les uns que les autres. C'est le genre de débat qui va être d'autant plus fort qu'on sait et qu'on s'aperçoit de façon très douloureuse en ce moment, dans la suite de cette crise Gilets jaunes, à quel point on a des différences de perception de la démocratie d'un territoire à l'autre. Pas plus tard que ce matin, on discutait encore avec certains collègues. On était 3 et notre conclusion, c'était c'est comme si on habitait dans 2 pays différents, vu la différence avec laquelle se pose le débat démocratique dans un territoire ou dans un autre. Et il faudra prendre ça bien en compte aussi quand on parlera de changement dans les institutions. Démocratie américaine. Vous regardez d'abord, c'est la dernière élection, c'était encore une fois un des grands partis, Parti républicain qui a gagné, mais clairement c'était un outsider complètement en dehors des normes habituelles de la démocratie, avec une façon de gouverner aussi qui est complètement originale, disons. Ensuite, on va dire ça comme ça. Ensuite, les midterms ont attiré, les élections de mi-mandat ont attiré une audience, une participation record. Ce n'est pas énorme dans l'absolu, mais quand vous comparez à l'histoire, l'intitulé, c'est le plus fort qu'on ait eu depuis 1914. Je ne sais plus, entre 58%, quelque chose comme ça. Pardon ? Presque 60%, bon, c'est dans ces eaux-là. Ce n'est pas énorme en soi, mais par rapport à l'histoire américaine, c'est très fort. A contrario, on avait une très forte abstention, ici, en France.
Et on était en dessous des 50% de participation, quoi. On a ici aussi des systèmes démocratiques et représentatifs qui sont fort différents. Un élu américain est à la tête de sa PME. Il a ses 10 ou 15, je crois que la limite c'est 25 collaborateurs. Il a un territoire qui est bien plus grand et qui représente un territoire bien plus grand que ce qui est pour un député français. C'est toute une autre logique qui est adaptée à la géographie gigantesque et aux grands espaces, si on veut, et à la façon dont les cultures se sont faites. Et quand vous comparez de façon générale les démocraties européennes d'un côté, les démocraties des Amériques d'autre part, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou au Brésil, c'est juste des organisations et des géographies qui sont fort différentes. Alors après, voyez le jeu. Si vous voulez dire c'est pas grave de diminuer le nombre de députés, vous prenez exemple sur la démocratie américaine, vous dites voyez, il y a un parlement très puissant et pourtant ils sont très peu. Si vous voulez insister sur le fait que c'est grave, vous prenez exemple sur les voisins européens et vous montrez que effectivement, par rapport aux autres pays européens, la diminution d'un tiers des députés nous mettra très bas globalement par rapport à l'ensemble des pays européens. Bon. Et derrière, il y a aussi la question qui est qu'est-ce qu'on veut comme élu? Si on veut un député proche des citoyens, c'est très clair. Il ne faut pas diminuer. Si on veut un des députés dans lesquels les phénomènes d'identification, d'incarnation par un petit nombre sont importants, avec des moyens plus importants, alors ça se défend de diminuer. En pratique, quand on fait les sondages d'opinion, on voit que les citoyens veulent à la fois qu'il y ait moins de députés et qu'ils soient plus près d'eux. Essayez de comprendre. C'est le monde des humains, c'est pas mathématique, c'est juste comme ça, il faut s'en accommoder et trouver la façon de gérer ces contradictions et paradoxes. Voilà. Sur la question hors sol ou pas, il y a la théorie, il y a la pratique, il y a ce qui sera mis en place. On voit déjà à l'Assemblée, on voit bien qu'il y a certains comportements différents. Il y a certains élus, certains collègues qu'on voit juste jamais à Paris, qui passent leur temps en circo, qui font du travail, qui dans certains cas se font réélire brillamment et leurs concitoyens sont contents. Mais ce n'est pas le rôle d'un élu national, ni dans la Constitution, ni ici. Alors c'est l'ambiguïté selon laquelle on a voulu, c'est ça qui fait la complexité et la beauté du mandat de député. Vous êtes élu quelque part, mais vous êtes élu de la nation et vous devez passer votre temps à faire le va-et-vient entre les institutions nationales et les décideurs locaux et les citoyens. Et ça peut se dévoyer de diverses façons, bien sûr. Le scénario catastrophe, qui est celui qu'utilisait l'opposition pour attaquer le projet du gouvernement, et je dis ça sans prendre parti pour les uns, pour les autres, ou qui sait quoi, le scénario catastrophe qu'ils indiquaient, c'était de dire, vous réduisez les députés. En plus, comme vous avez une dose proportionnelle, ça veut dire que vous avez une double diminution du nombre de députés majoritaires, d'une part parce qu'il y a une diminution du nombre de députés global, d'autre part parce qu'il y a une partie des sièges qui seront pris par la proportionnelle. Ces députés de circonscription élus localement, s'ils ont à cœur d'être ancrés localement, ils auront un territoire énorme à visiter et ça les occupera complètement, pendant que les autres, qui seront des députés d'appareil, de liste, passeront leur temps à Paris, en combinaison, à avoir la meilleure place et qui sait quoi. Ça, c'est le scénario catastrophe. D'un autre côté, on peut aller voir, sur cette question de députés, on peut aller voir nos voisins allemands qui nous disent, en gros, on vit très bien comme ça. Et en pratique, avec une organisation radicalement différente d'ailleurs. Ils passent une semaine sur deux est à Berlin, l'autre semaine est en circonscription, et les députés élus sur liste, en pratique, ils vont aller s'occuper de leur campagne à l'échelle du Land, ici ou là. Tout le monde a l'air de trouver son compte dans cette répartition des rôles à la fin. Ça demanderait, si on voulait faire les choses sérieusement, une étude plus poussée, sociologique et tout ça, mais de ce que j'ai pu discuter avec les collègues allemands, c'est pas quelque chose qui les choque. Et le fait d'avoir ces deux catégories de députés aussi, on peut dire, après tout,
il n'y a pas... on est dans le monde des humains avec toute la variété des revendications et des choses à faire valoir. Pourquoi pas aussi une variété dans le positionnement et dans le statut des députés. Sur les questions de représentativité, coalition, gouvernance et tout ça, ici, il y a quelque chose d'important. Il y a un débat politique qui ne peut pas se résoudre juste avec des expériences ou des faits. C'est qu'est-ce qu'on veut que soit représenté, entre gouvernabilité et représentativité. Par exemple, il y a ce débat, on va prendre l'exemple classique du Front National ou Rassemblement National. Est-ce qu'on veut qu'un parti extrême, appelé extrême, allez, un parti en tout cas, qui a des positions radicales sur certains sujets, est-ce qu'on veut qu'il soit aussi peu représenté que possible pour laisser les positions entre guillemets raisonnables s'exprimer, ou est-ce qu'on veut au contraire qu'il soit bien représenté pour éviter que se développe un syndrome de persécution, de non-représentativité et une frustration grandissante des citoyens? Est-ce que la démocratie, c'est choisir les représentants les plus raisonnables qui pourront s'entendre et laisser de côté ce qui n'est pas raisonnable? Ou est-ce que c'est au contraire amener les débats déraisonnables sur le terrain dans un hémicycle, où la violence des mots vient prendre la place de la violence des actes? Donc ça, c'est un vrai débat. Et en fonction des pays, c'est des réponses différentes qui seront adoptées. Et quand vous lisez Carcassonne ou quand vous lisez d'autres expériences, on va vous dire c'est très bien que les partis avec des positions trop tranchées soient sous-représentés. Et d'autres vous diront, au contraire, on veut qu'ils soient représentés à juste proportion de ce qu'ils représentent pour qu'ils puissent se fondre dans le débat démocratique, être parfois en situation de responsabilité et qu'on voit ce qu'ils font vraiment sur le terrain, etc. En pratique, les pays qui avaient, plusieurs des pays qui se sont mis plutôt à la proportionnelle étaient des pays qui avaient des questions de communauté ou des questions ethniques ou culturelles à résoudre, vraiment. Et le fait d'être en proportionnel les a pas, semble-t-il, empêchés de bien gérer ça. Vous allez me dire, maintenant, on a des exemples en proportionnel qui sont si compliqués, où les coalitions extrêmes arrivent, exemple italien et tout ça. Et là aussi, vous avez deux attitudes possibles. Certains qui vont vous dire, c'est absolument le contre-exemple, il ne faut surtout pas mettre du proportionnel à l'heure où on voit que l'Italie est comme ça. Et d'autres qui vont vous dire, quand on fait des institutions politiques, c'est pour durer pendant des décennies, des siècles. Et même s'il y a une conjoncture actuellement qui est mauvaise, il faut penser dans long. Et c'est un vrai débat. Sur les questions de calendrier, tu as dit complètement vrai. Et beaucoup de monde pense, tout bord politique confondu, que l'actuel calendrier donne trop de poids à l'élection présidentielle, qu'il y en a déjà énormément dans l'histoire française, en transformant l'élection législative en une confirmation du vote présidentiel. Et cette assemblée de députés est le cas d'école du fait majoritaire. Je rends hommage au camarade Choix ici présent, qui a été élu hors calendrier dans sa circonscription et très bien élu, nous rappelant bien que tout compte. Parfois, c'est le contexte et l'étiquette et le fait d'avoir mis la photo ou pas la photo du président sur son affiche. Parfois, c'est le fait d'être respecté, de bien porter la campagne avec son expérience, ses valeurs et tout ça et tout ça. Et après, c'est une question de dosage. Le fait qu'on ait eu simultanément, le fait qu'on ait eu en peu de temps l'alignement des calendriers législatifs et du calendrier présidentiel et ce qu'on a appelé l'inversion de calendrier, c'est pour échapper à une situation où on aurait fait les législatives juste avant les présidentielles et qui aurait été aberrante, on soit passé à une autre situation où on a les législatives juste après les présidentielles, qui cette fois, salut les amis, qui cette fois est très très forte pour les présidentielles, c'est, je pense, un problème, sur le long terme en tout cas, en ce que ça déséquilibre le jeu et le poids des institutions. Est-ce qu'on a répondu à tout? J'ai l'impression. Je crois. On va prendre encore 3 questions, 4 questions. Allez, monsieur à la barbe derrière, tout au fond, ce que j'avais promis. Il faut que la parole s'exprime. Hein. Je ferai des réponses courtes, même si ça doit te faire prendre plus de temps. Je vais essayer de faire une question courte.
En fait, on a deux problèmes avec notre système électoral. Vous avez parlé, puisque c'était votre mission, et très brillamment, du problème de l'instillation de la proportionnelle dans l'élection législative. C'est un problème dont on parle depuis des dizaines d'années. Mais on a un autre problème qui, à mon sens, est très grave aussi, c'est le système de l'élection du président à 2 tours, qui a failli nous conduire à des catastrophes. Le deuxième tour Chirac-Le Pen, c'était déjà triste. Un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, ça aurait été pas mal. Je crois que il faut, avant de poser les problèmes de systèmes électoraux dans la France, se donner des objectifs. Et il me semble que les objectifs, c'est d'avoir un président qui présente un programme présidentiel, un président bien élu, avec un programme présidentiel bien soutenu par le peuple souverain. Et il faut qu'une majorité au Parlement soutienne ce programme, en tout cas le programme d'un gouvernement chargé de le mettre en place. Or, pour l'instant, en France, nous avons 4 tours pour désigner le président, puis pour désigner les députés. Alors, je vais faire de la politique fiction, sortir totalement du cadre. Jusqu'à présent, on a parlé d'élections législatives avant l'élection présidentielle. Puis, c'est ce qu'on pratique, d'élections législatives après l'élection présidentielle. Aujourd'hui, M. Bourrier, vous avez ajouté une autre idée, les deux en même temps. Mais vous savez qu'il y a un problème de cohérence entre le programme présidentiel et l'Assemblée. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc réfléchir, casser le cadre et réfléchir autrement? On a 4 tours. Est-ce qu'avec 4 tours, on ne pourrait pas arriver à ceci? C'est que les Français se reconnaissent dans le président et dans son programme présidentiel et se reconnaissent aussi dans la majorité des députés. Je crois que c'est possible. Alors, devant. Non, devant d'abord. Non, je prends dans l'ordre, pas bête. Devant. Non, devant. J'essaye de respecter un peu l'ordre des vaches de main, je ne sais pas comment on dit. Allez-y, monsieur. Merci. Pour une fois, je vais faire court. Quid de la parité? Très bien, bonne question. Elle est courte. C'est pour ça qu'elle est bonne. Monsieur derrière, là. Voilà, allez-y, ça va être là. Monsieur en noir, oui. Et après, vous passerez derrière vous. En 1958, le général de Gaulle a sauvé la France d'un État que nous connaissons tous. Et depuis, avec différentes variantes dans les systèmes, on a cité l'exemple de 86 où il y avait la proportionnelle et le Front National a pu entrer au Parlement, on est arrivé à une certaine stabilité, on va dire, une certaine stabilité des institutions françaises et une relative gouvernabilité, puisque c'est l'un des critères que vous avez employé, une relative gouvernabilité du pays. Mais on a sans doute une représentativité, d'accord, qui est relativement insuffisante ou qui est le point faible de notre système. Là, j'en viens à ma question. Il y a 2 points différents à mon sens, mais c'est un point de vue et je m'adresse à vous qui êtes l'expert et en plus mathématicien pour donner votre avis. Aujourd'hui, réduire le nombre des députés, à part, et c'est ce que vous avez évoqué entre les lignes tout à l'heure, prendre une mesure populiste. Parce que moins il y a de députés, moins ça coûte cher, on va faire qu'on fait plaisir à tout le monde, et on va dire que ça coûte une fortune ces gars-là, on va réduire leur nombre. Monsieur a très bien expliqué tout à l'heure qu'on n'avait pas plus de députés que les autres, donc il n'y a pas de raison de les réduire. Donc on les réduit, mon point de vue, c'est une mesure purement populiste, et c'est la couleur populiste d'Emmanuel Macron, pour lequel j'ai toute l'admiration du monde, sur tous les autres sujets, mais là, je crois que c'est une mesure populiste, donc qui n'a aucun intérêt.
aucun intérêt. C'est du populisme. Par contre, et c'est là qu'on peut réfléchir, si l'on a une dose de proportionnel, puisqu'on voit que notre point faible historique, c'est notre représentativité. J'ai essayé, je ne vais pas vous donner le détail, de faire des petites simulations avec les pourcentages de vote que pourraient obtenir les différents partis. Dans tous les cas de figure, on arrive à ce que les coalitions possibles, elles seraient toutes à 50-50. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à la dose de proportionnel, mais c'est vous l'expert, je dirais la plus faible possible, tout en satisfaisant le critère de représentativité. Pourquoi ? Parce que si on a, je dis n'importe quoi, 20% de vote pour le Front National, eh bien, s'il y a 100 députés élus à la proportionnelle, bah voilà, il y aura 20 personnes pour jacasser et raconter des histoires populistes au Parlement plutôt que les Gilets jaunes nous les racontent dans la rue. Donc, la question à l'expert, c'est quel est, à votre avis, réponse à la première question, quel est le sens de la réduction du nombre de députés, à part un sens populiste? Quel avantage ça représente? Je ne le comprends pas. Parce que, à mon avis, plus on les réduit, plus on augmente la distance vis-à-vis, je raccourcis, on augmente la distance vis-à-vis du peuple. Comme le nombre de députés, on raccourcit. Oui, on va le faire. Et la deuxième question, c'est représentativité. Quelle dose de proportionnel pour arriver à représenter effectivement les minorités? Donc pour arriver à ce que s'exprime, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, au Parlement, les débats, et non pas dans la rue avec les gilets jaunes qui brûlent les voitures. Voilà. Merci. Derrière vous. Bonsoir. Alors, une question, hein, pas un discours, une question un petit peu renversante peut-être. À vous entendre, on a bien l'impression que la démocratie représentative n'est pas représentative. Selon que l'on calculera comme ci ou selon que l'on calculera comme ça, le résultat ne sera pas le même. Et puis, deuxième facteur important que vous avez mentionné, la participation de moins en moins forte de l'électorat. Alors la question est celle-ci, est-ce qu'il y a d'autres systèmes de démocratie possibles au-delà de la démocratie représentative qui paraît bien être en crise un petit peu partout? Et je pense notamment à toutes les questions autour de la consultation via Internet, autour de la réversibilité des mandats et tout ce qui nous vient autour de la réflexion lancée par les Gilets jaunes et ceux qui en parlent. Alors, on fait une petite pause, on va laisser Cédric répondre, et puis si on a le temps après, on fait une dernière tournée. Je vais être concis dans les réponses. La Ve République porte la marque très forte de son histoire. Elle a été réformée sur un modèle de président fort, avec un gouvernement qui est le personnage central et qui joue en pratique un rôle de domination sur le Parlement. L'affaire est très claire, indépendamment des régimes, c'est dans les institutions, et ça, toute l'action politique des parlementaires, ça va se faire selon qu'on est pour ou contre le gouvernement en premier rapport. Ça s'est joué sur un mode de scrutin aussi qui n'est pas du tout venu de soi. Je vous rappelle que quand le général de Gaulle, pour passer au suffrage universel, a tiré parti de l'attentat raté du Petit Clamart, mais que toutes les institutions étaient contre, et que les journaux, la presse était contre aussi, considérant que c'était un mode de scrutin populiste. Maintenant, c'est tellement ancré que ça nous semble naturel. Et c'est ce mode qui est vu comme apportant la légitimité, une onction universelle. Se souvenir que ça fait partie de notre histoire. Il y a tous les débats, et bien sûr, tout le monde a raison au sens où c'est une combinaison. Est-ce que on élit une personne, une personnalité, une incarnation, ou un programme, des engagements, ou une combinaison de tout ça? Certainement. Ce qui est clair pour l'avoir expérimenté,
c'est pas parce que quelque chose est inscrit dans le programme que quand vous le mettez en œuvre, les citoyens vont être contents. Il faut, au contraire, expliquer, réexpliquer, et sans arrêt, un an après, vous en êtes encore à dire « non, mais ça, c'était dans le programme ». Enfin, si vous le prenez comme ça, de toute façon, vous allez vous prendre des claques. Donc, il faut trouver d'autres façons. Les exemples sur lesquels tous députés de la majorité ont s'est pris des claques sans exception, c'est la hausse de la CSG, ce sont les questions autour de l'ISF, mais en tout cas, on l'a vu passer. Et il y a eu, à la fin, des changements, des ajustements qui ont eu lieu même longtemps après. Par exemple, sur ce qui était annoncé le 10 décembre sur le fait que l'augmentation de CSG, finalement, ça allait être une tranche plus élevée et tout ça, c'est venu des mois après que le gouvernement avait dit « ça y est, maintenant c'est fait, c'est fini, on ne reviendra plus là-dessus, tout ça, etc. » Bon. Un engagement, il faut toujours être prêt à revenir dessus en fonction du contexte. Et donc, il faut naviguer entre ces deux choses. D'une part, respect de la parole donnée autant que possible, mais d'autre part, capacité de s'adapter aux changements qui peuvent aussi être des incompréhensions par rapport au programme. Et c'est pour ça que quand on dit programme présidentiel bien élu, bien soutenu, tout est à nuancer. Il n'y a pas de solution miracle qui dise voilà le truc qui va marcher. Parité. Quand on fait les comparaisons internationales, on voit que proportionnel ou majoritaire, en gros, ça influe très peu sur la parité. C'est vraiment une question de discipline, la parité. Si les partis décident pour de vrai d'avoir une parité autant que possible dans leurs représentants, et ça veut dire, premièrement, présenter des listes ou présenter des distributions paritaires. Deuxièmement, mettre sur les circonscriptions favorables autant de femmes que d'hommes. Pendant longtemps, la première condition était requise, n'est pas remplie, mais pas la seconde. Et soit, on peut imaginer tout, soit parce que les leaders faisaient plus confiance aux hommes qu'aux femmes, soit parce que les femmes étaient moins combatives que leurs homologues masculins enragés. Qui sait ? Bon. En tout cas, c'est vraiment ça, la discipline qui a changé. Dans le cas de l'actuel parti majoritaire, qui est le premier à avoir un groupe quasi paritaire à l'Assemblée, c'est aussi le fait d'être allé chercher les candidates, avec des appels répétés et spécifiques pour dire on a besoin de davantage de candidates. Et on voit que parfois, certaines qui ne se sont pas décidées au premier appel sont venues au deuxième ou au troisième. C'est souvent, là-dedans comme dans des carrières scientifiques par exemple, de l'autocensure. Stabilité des institutions, oui, c'est un régime stable. On a, certains diraient, peut-être trop, vu qu'on n'a eu aucun renversement de gouvernement par le Parlement depuis une éternité. Je crois que c'est arrivé une seule fois dans le... 62. Enfin, voilà, 62. 62. Et on peut dire aussi que c'est un modèle qui a ses qualités et ses défauts comme tous les modèles. En particulier, on l'a vu, la façon dont ça concentre de façon incroyable tous les espoirs sur une seule personne. Et dans certains cas, dans certains dossiers, on est très content. Dans d'autres, on l'est moins. Quand on a vu la crise, on a vu, c'était inouï, la dose de pression qui reposait sur les épaules d'une seule personne. Une déclaration, 10 décembre, on était là, tous en train de se demander qu'est-ce qu'il va dire. Et en fonction des mots qu'il va prononcer, ça va être... c'est un risque de chaos peut-être, qui sait. Il y avait vraiment une inquiétude. Et puis parfois, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se résoudre de façon très forte grâce à ça. Quand j'ai travaillé sur le dossier Maurice Audin, à la fin, les paroles prononcées par une seule personne ont permis de résoudre, tout au moins de faire un progrès phénoménal dans un dossier qui traînait depuis 60 ans. Quand j'ai travaillé sur le dossier intelligence artificielle, j'ai vu qu'à la fin, la stratégie, une fois qu'elle est arbitrée au plus haut, il y a une personne, typiquement un conseiller du président, qui va piloter tout le reste. Côté allemand, j'ai vu de près. Et c'est phénoménal la différence. Si vous voulez mettre en œuvre la stratégie, il vous faut des alliés dans les différents partis, dans les différents ministères, en gardant en tête que les ministères sont de couleurs politiques éventuellement différentes parce que c'est de la
coalition et peuvent être en concurrence, même s'ils sont alliés, également dans les Länder, beaucoup plus diffus. On a des modèles extrêmement différents aussi. Ils ont un modèle stable aussi, pour l'instant. Avant de dire que tel ou tel système est plus stable qu'un autre, il faut prendre le temps de réfléchir. En pratique à travers le monde, on peut dire, pour caricaturer, un système majoritaire ou qui peuvent être associés à un affrontement bipolaire, ils vont être stables dans le fait que ces systèmes-là, mais passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, avec plein d'alternances. Système proportionnel avec de la coalition, ça va être des systèmes qui vont être plus stables dans le temps, avec parfois, oui, du bazar quand il faut reformer le programme et tout ça, mais ils vont vous dire, mais à ce moment-là, on s'accorde sur un programme, un accord de coalition qui lie et qui fait qu'on sont des engagements entre parties qui sont tenus. Alors certains pourront dire après, oui, mais après c'est moins souple quand on veut changer le tir côté allemand, c'est beaucoup plus compliqué. Tout ça, il n'y a pas de... La science ne peut pas juste vous dire que c'est des choix culturels, des choix politiques, etc. Dynamique, un système à la proportionnelle laisse plus de place à l'évolution, à l'émergence sur le temps long, enfin moyenne durée. Et à coup sûr, quand on fait les études, en rejoint le match ou des choses comme ça, on voit qu'est-ce qui se passerait si on changerait à l'instant T le scrutin. Mais ce qui est plus important, c'est savoir ce qui se passerait sur la durée, avec des choses répétées. Là, pour les simulations, c'est phénoménal comme difficulté, où on peut juste avoir des tendances ou regarder les comparaisons internationales. Pour la dernière question sur la démocratie représentative, qui n'est pas forcément... Ouh là là, il y a toutes les gammes de représentativité. On se souvient du débat longtemps, même avant. Est-ce qu'on vient avec un engagement impératif, avec un mandat, ou est-ce qu'on est un député, une fois qu'on a été élu, on vous fait confiance pour prendre les bonnes décisions? Est-ce qu'il y a une dose de... Disons, la tendance actuellement, très clairement, il y a une demande de plus de participation. On peut appeler ça direct, on peut appeler ça autrement, qui peut être de la consultation, qui peut être de l'organisation de débats. Maintenant qu'on a aussi des outils d'analyse de débats, de fouilles de textes et de données, certainement qu'il y a d'autres exemples qui viennent éclairer les choses. Peut-être qu'on va expérimenter. Ce n'est pas aussi quelque chose sur lequel on peut dire qu'il y a une théorie bien baquée. Alors, je vais prendre encore 2 questions. Juste une remarque avant de les donner, comme ça, en passant. La parité a beaucoup progressé quand même grâce aux lois sur le financement des partis politiques. C'est-à-dire que quand vous mettez des sanctions aux partis politiques en abaissant leur financement, notamment sur la première partie, ça les convainc de faire quelques pas supplémentaires. Bon, ça a quand même un peu aidé, hein. Et puis, il y a quand même la question de la volonté politique. Je veux dire, un des premiers partis à l'avoir fait sous l'impulsion de Lionel Jospin, qui est quand même très, très proactif là-dessus. Et d'ailleurs, tu le rappelais, dans les choix de candidates et de candidats par En Marche, ça a joué également. Et puis, une deuxième petite remarque, faisant attention également sur l'histoire de la stabilité par rapport au mode de scrutin. Je rappelle que sous la Troisième République, le mode de scrutin n'était pas proportionnel, hein. C'était majoritaire. Oui, il y a un et mythe. Ce n'est pas rentré dans nos esprits comme un parangon, non, par arrondissement, par un tour, par arrondissement, par un tour, et ça n'a pas conduit à un régime dont on se souvient comme un parangon de stabilité institutionnelle, même si c'est plus compliqué que cela, etc. Mais donc, et à contrario, comme tu l'as dit, il y a maints régimes démocratiques par le monde. La note de Terra Nova le montrait extrêmement bien, d'ailleurs, où c'est le scrutin proportionnel qui est utilisé et où il y a une stabilité des gouvernements qui est aussi importante, voire plus importante que nos propres gouvernements avec un scrutin majoritaire. Donc, ce qui m'amène d'ailleurs à penser, moi, mais ça sera l'objet peut-être d'autres débats, que le choix du mode de scrutin ne peut pas s'effectuer sans réfléchir d'abord à notre équilibre des pouvoirs au sein d'un système démocratique. Et selon que l'on a tel ou tel choix politique d'équilibre des pouvoirs, alors ça induit, ou ça peut induire, un choix de mode de scrutin pour la désignation de celles et ceux qui sont amenés à nous représenter, notamment dans la fonction législative. Donc il faut... là, l'objet du rapport était évidemment distinct, mais il faut essayer nous-mêmes, comme citoyens, de le replacer dans le débat institutionnel, qui est beaucoup plus large que le seul mode de scrutin.
Et là où je te ça, rejoins, c'est beaucoup plus important. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'il y a, et comme la note de Terra Nova le démontre bien, il y a une sorte de mythe dans notre inconscient collectif qui est de dire Troisième République, proportionnelle, instabilité. Cinquième République, majoritaire, stabilité. Et ça, c'est faux. C'est historiquement faux. Oui, merci d'avoir expliqué clairement et simplement une question complexe. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'importance de l'équilibre des pouvoirs, pouvoir présidentiel, pouvoir parlementaire, pouvoir du gouvernement, pouvoir de l'administration, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Bien sûr. Il faudrait peut-être en parler un peu. Enfin bon, je passe là-dessus. Je voudrais aborder la question de la loyauté en politique. Parce que, avant d'être élu, on est candidat. Et quand on est un candidat, on s'engage. Bien. Or, j'ai trouvé très choquant, et je vous le dis puisque vous êtes député de ce Parlement, très choquant que vous désigniez comme président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le lieu de la parole du peuple, c'est ça l'Assemblée nationale, le lieu de la parole du peuple, vous ayez choisi quelqu'un qui avait été parjure pendant la campagne présidentielle. Ça a donné un très mauvais signal par rapport à la possibilité que l'on a ou que l'on aurait de se défaire de ses engagements, de se défaire de sa parole, pour simplement, au fil de l'eau ou au fil du temps ou au fil des modes, on choisisse ce qui nous apparaît plus intéressant pour sa propre carrière que pour l'avenir du pays. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, ça concerne la situation, je vais être très rapide, la situation d'aujourd'hui. Imaginons qu'il n'y ait pas eu les gilets jaunes. C'est une hypothèse absolument invraisemblable, vu la situation politique dans laquelle le pays se trouvait à ce moment-là. Mais imaginons, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Votre Parlement, le nôtre, mais le vôtre, je veux dire celui où vous êtes député, aurait pratiquement voté, ou serait en train de voter, la réforme constitutionnelle. Celle qui réduit le nombre de députés, celle qui, etc., etc. Je ne vais pas tout reprendre. Et ça passerait, peut-être avec difficulté, mais de toute façon, votre majorité l'aurait voté. Alors comment expliquez-vous ce paradoxe politique? Parce que je crois que la vraie question, ce n'est pas tellement de savoir comment on vote, on élit un député, un président, etc. La vraie question, c'est la qualité de la politique que l'on propose de suivre pour la France et l'explication qu'on en donne aux Français. Et tant qu'ils ne comprennent pas où on va, je pense qu'on ne peut avoir comme résultat que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre République. Allez, Cédric, pour répondre et pour conclure, pour respecter l'horaire. Alors, sur mon collègue, président de l'Assemblée, je resterai silencieux. C'est une question, ça touche à des questions sérieuses. Il y a eu des instructions judiciaires et des choses comme ça. Pas de commentaire. Mais... Il parlait de François de Rugy. Tu parlais de François de Rugy. Comme parjure vis-à-vis de ses engagements à la primaire. Par rapport à ses engagements à la primaire. Oui, c'est de ça dont tu fais référence. Attendez, si c'est ça la question, parjure parce qu'on change d'avis en politique, alors là, le monde politique est rempli de parjures, mon ami. Attends, Michel. Il s'est engagé devant tous les Français à soutenir le candidat qui serait désigné par la primaire. Personne ne l'obligeait de Rugy à se présenter à cette primaire. Allez, chut. Bon, s'il vous plaît, on laisse Cédric répondre. Écoutez, il y a des fois, qu'est-ce qu'on va dire, quand on est devant un juge, quand on jure, dire toute la vérité et tout ça, et qu'on s'engage et tout, là c'est un moment solennel où chaque mot qu'on dit compte et où effectivement on peut employer le mot de parjure. Quand quelqu'un change d'avis dans une élection, on peut dire que c'est grave, on peut dire que c'est pas bien et tout ça, mais parjure pour le coup est un mot trop fort.
Je vais parler de cette question de la question du nombre de députés, du vote, et je n'ai pas assez répondu aussi aux commentaires à la question du collègue là. Quelles sont les bonnes raisons pour diminuer le nombre de députés? Franchement, pas beaucoup. Si ce n'est que pour le coup, c'est un engagement qui a été pris et répété à maintes reprises sur les 2 dernières années. Mais on peut se tromper. Le contexte peut évoluer. On peut, alors, il y a un scénario dans lequel on change, mais qui fait partie de l'autre, c'est le scénario dans lequel, c'est le scénario, je dis bien un scénario, donc c'est hypothétique, dans lequel le président lui-même déciderait de revenir dessus pour telle et telle raison, expliquerait lui-même que dans le contexte actuel de réflexion des institutions, on a compris qu'il y a un tel appétit de resserrer du lien entre les citoyens et les politiques qui a besoin de députés plus proches du terrain et que donc il en faut davantage, et que cela le mène à revenir sur ses positions et sur son engagement de diminution. Possible ? Pardon ? Alors, augmentation, ici, la question, augmenter le nombre de députés, c'est une question. Augmenter l'indemnité des députés, c'est une autre question. Augmenter les moyens. Laissez Cédric finir, sinon Non, on finira jamais à l'heure. C'était de ça que je parlais. Dans le scénario où il dirait il faut augmenter ce nombre de députés et où il expliquerait clairement à la nation en disant voilà, augmenter les députés pour qu'ils soient plus proches de vous. Et expliquer le fait qu'en termes de coût de fonctionnement des institutions, ça représentera presque rien parce que c'est peanuts, si vous me permettez, le coût des institutions par rapport à l'ensemble du budget de la nation. Ça demande aussi de s'appuyer sur divers éléments, de parler de représentativité ou qui sait quoi, et peut-être ça s'inscrirait dans une nouvelle réflexion sur l'équilibre des pouvoirs, sur la façon dont la démocratie se fait, et ainsi de suite. C'est pas possible ça. Tout le monde en respecte. Mais on croirait des députés, c'est incroyable. Allez, Cédric. Il me faut qu'interrompre. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Ce qui est les Gilets jaunes. Le mouvement a la vertu de nous forcer à nous interroger sur nos institutions, sur notre démocratie. Il ne fait pas de doute pour moi que la réforme constitutionnelle, quand elle va revenir avec un autre goût, un autre contexte et une ambition plus importante que celle qui était envisagée auparavant, et que c'est une occasion à saisir. Aussi pour vous, à la Fondation Jean Jaurès. Et qu'il va y avoir grand avantage, grande vertu, que de toutes ces questions, on va parler beaucoup. Et c'est des questions sur lesquelles on a besoin de parler. Voilà. Pour ce qui est des institutions, il faut parler. Pour ce qui est d'aboutir à un consensus, il faut parler. On n'a pas évoqué d'autres sujets, par exemple, le fait d'avoir, plus vous avez de députés, plus l'analyse des textes est serrée, le nombre est très efficace pour faire du contrôle. En revanche, plus le consensus est délicat. Donc il y a toute la question au-delà de la question de la représentativité, il y a toute la question de l'efficacité du corps assemblé qui, là encore, demanderait une autre étude, des comparaisons et qui sait quoi. Les questions de règlement intérieur de l'Assemblée pèsent d'un poids beaucoup plus important qu'on ne croit sur la façon dont se déroulent les débats et sur l'efficacité ou la non-efficacité. Les gens ont du mal à me croire quand je dis que le truc le plus inouï que j'ai constaté depuis mon élection, c'est juste l'emploi du temps. Et cette gestion inouïe d'emploi du temps où on est toujours partagé, morcelé en toutes sortes de choses à l'Assemblée, toutes sortes de tâches.
et où il est considéré comme normal que plusieurs fois par semaine, les séances se terminent à 1h du matin, et où ça vous arrive de siéger le samedi, et où ça vous arrive de siéger le dimanche jusqu'à 1h du matin aussi. Le fait qu'on soit toujours avec une orgie de lois, mais aussi une orgie d'amendements dont on chercherait en vain l'équivalent dans toute autre démocratie. Bref, il y a tout un ensemble de sujets de fonctionnement qui aussi participent à l'inefficacité ou à la non-lisibilité ou au fait que les députés agissent comme ceci et comme cela. Je terminerai en disant que tous ces sujets, certains j'en aborderai dans une conférence débat qui se tiendra au Théâtre du Rond-Point dans peu de temps, puisque c'est le 17 février. Ça s'appellera De la science au Parlement. C'est quoi quand vous plongez en politique comme un rapport d'étonnement ou comme une façon d'expliquer ou de parler aussi de ce que le scientifique peut apporter en politique et vice-versa. Et ça précédera, et ça sera l'occasion de signature anticipée, un ouvrage que je publie chez Flammarion qui s'appelle Immersion, le moment où vous vous immergez dans la vie politique et qu'est-ce qu'il en sort. Avec à la fois le rapport d'étonnement, le décryptage non conventionnel de l'éducation civique des institutions et le credo politique. Je vous remercie, chers amis. Bien. Merci à Cédric. Cela veut donc dire que l'on se retrouvera bientôt pour reparler des institutions. Je vous rappelle juste un chiffre pour votre mémoire. Lors de la dernière mandature, au Bundestag, il y a eu 2 amendements d'adopter en séance plénière. Sur ce, bonne soirée. Merci.